nous allons parler du secteur d'activité de la salaison et plus précisément la production de saucissons, qui est une biotechnologie traditionnelle avec une mise en œuvre de la conservation de la viande qui est ancestrale, la salaison, la fermentation et la dessiccation. Alors, procédé qui est encore parfois difficile à maîtriser, même dans l'industrialisation. Alors, nous verrons ensemble les étapes de fabrication des saucissons, le développement de la fleur de saucisson et sa dispersion, les conséquences aussi possibles sur la santé des salariés qui sont exposés, les mesures de bioaérosols et les valeurs de référence qui ont été trouvées afin de voir des niveaux d'exposition différents et puis les mesures de prévention proposées. Alors tout d'abord, les étapes de fabrication. Alors en premier lieu, c'est bien sûr la préparation des viandes avec le mélange, le hachage, avec l'ajout bien sûr de la partie assaisonnement, donc le sel bien sûr en premier lieu, mais aussi des ferments, des épices. Puis ensuite, la viande est poussée dans un boyau et ça s'appelle l'embossage, dans un boyau naturel ou artificiel. Après, une étape est rajoutée, c'est l'ensemencement, avec du trempage, de l'aspersion ou de la pulvérisation d'une suspension de souche pure de moisissure choisie sur le boyau du saucisson. Alors, c'est différentes espèces de pénicillium. Puis ensuite, c'est l'étuvage pour un petit peu accélérer le processus, quelques jours, entre 20 et 25 degrés, pour activer, tous ces éléments naturels et vivants qu'on a mis, ces micro-organismes, pour qu'ils fassent leurs effets. Puis ensuite, le séchage, plusieurs semaines, dans une température à peu près de 10-15 degrés, et où là, effectivement, on voit l'apparition de la fleur de saucisson, qui est bien le développement de la moisissure que nous avons ensemencée, et éventuellement d'autres. Et puis, pour terminer, en fait, c'est le conditionnement, où il y a pas mal de manipulations. Alors, cette fleur de saucisson qui s'est développée à partir du champignon, elle est de différentes formes, suivant le type de produit fabriqué. De la fleur rase, comme de la fleur dense. En majorité, c'est quand même le Penicillium nagiovancé qui est utilisé pour avoir une fleur de saucisson blanche, avec un aspect plus attractif du produit. Alors, si elle est trop dense, en sortie de séchoir, là où elle se développe le plus, une étape est rajoutée au niveau de la fabrication, c'est le brossage, manuel ou mécanique, et le farinage pour homogénéiser justement l'aspect final et protéger le produit, c'est-à-dire avec de la farine, du talc, et puis des additifs antifongiques pour éviter le développement d'autres moisissures qui pourraient ne plus être aussi blanches. Voilà. Alors en fait, cette fleur de saucisson, elle est indispensable pour l'arôme, pour la conservation de la viande. Mais quand elle se développe, elle se disperse beaucoup. Elle provoque des poussières aéroportées à différentes étapes du procédé. Alors la première étape, là, on n'est pas sous la forme de poussière, c'est l'ensemencement. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, on part d'une souche pure qui est souvent lyophilisée, qui est mise en suspension et qui est aspergée. Et donc là, effectivement, les opérateurs peuvent être exposés à des concentrations. Ensuite vient effectivement le développement de cette fleur de saucisson qui amène des poussières aéroportées. C'est l'étape du séchage où il y a quand même pas mal de manipulations, de balancelles, c'est là où sont accrochés en fait les saucissons, ou des cadres dans les séchoirs. Vous pouvez le voir avec l'illustration. Donc là, il y a du contrôle qualité, il y a quand même des aspects, on change le positionnement dans le séchoir pour justement essayer de maîtriser cette étape-là où la fleur de saucisson et puis la maturation effectivement du produit. Autre étape, c'est le brossage farinage. Alors, vous avez l'illustration sur le côté, brossage mécanique, qui là, pour le coup, avait une aspiration, mais qui n'était pas très efficace et qui amène, par exemple, un taux d'empoussièrement qui est à peu près de 17 mg par mètre cube, qui est au-dessus, finalement, des valeurs limites d'exposition, qui est de 10 mg par mètre cube, au niveau des poussières inhalables. Donc, quelque chose d'assez exposant.
Autre étape du process, la manipulation des saucissons après le séchage, donc décrochage des saucissons et des supports, découpe des ficelles, renversement dans des bacs ou des convoyeurs, hein, suivant la méthodologie de l'entreprise, pour ensuite aussi être importante au niveau du conditionnement, parce que là, il y a une reprise du produit aussi, toujours dans la continuité du convoyeur, pour amener le produit à l'ensachage unité par unité. Il y a parfois aussi des sachets qui sont micro-perforés et qui génèrent, lors des manipulations, beaucoup de dispersion. Alors, cette dispersion et cette fleur de saucisson, effectivement, elle a des conséquences sur la santé des salariés. À des concentrations élevées et des expositions répétées, on a deux types d'expositions. Une par voie respiratoire, des pneumopathies d'hypersensibilité, qui sont des maladies pulmonaires caractérisées par une réaction inflammatoire et qui donnent lieu à des déclarations de maladies professionnelles, tableau 66 bis du régime général. Deuxième cas, des cas de rhinite et d'asthme, qui donne également des maladies professionnelles du tableau 66. Deuxième type d'exposition par contact, réaction cutanée, des eczémas, des réactions ophtalmologiques avec les yeux rouges qui démangent, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont connues aujourd'hui, mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces aérosols, bien sûr, il y a le champignon, mais il est quand même connu pour induire le développement et le déclenchement de pathologies allergiques. Développement jusqu'à la sensibilisation, puis ensuite l'allergie qui arrive. Et ça, on sait que c'est même à des faibles concentrations. Alors, par rapport à tout ça, il a été décidé quand même de mesurer ces expositions. Donc, plusieurs études ont été réalisées par le laboratoire de métrologie des aérosols de l'INRS et le laboratoire des biocontaminants de la CRAMIF concernant ces bioaérosols à différents secteurs d'activité. Mais la méthodologie est toujours la même. On part d'une pompe qui est posée tout près des voies respiratoires de l'opérateur ou alors en ambiance et qui fait un échantillonnage par filtration. Alors le transport est bien sûr très important parce que là, nécessairement, on va faire des extractions et ensuite des analyses microbiologiques. Donc on remet en culture pour avoir un résultat qui va en fait se mesurer en moisissure, en unités faisant colonie par mètre cube. En parallèle de ces mesures de bioaérosols, il y a aussi les mesures de poussière inhalable qui sont faites justement dans les cas où on dépasse quand même les valeurs limites d'exposition. Alors, par rapport à ces mesures, pour vous donner un ordre d'idée, hein, bien sûr, c'est pas le résultat c'est en moyenne et puis ça dépend vraiment de l'environnement. Donc, pour ces mesures, on peut décliner les étapes de process. Alors, on part de points de référence, bien évidemment, où on met des capteurs et des pompes à des endroits où on n'a pas de production proprement dit, à l'accueil, à l'extérieur, même si on a quand même, on voit une petite pollution qui est à 10 puissance 3, c'est tout à fait normal, on est en sortie d'extraction, à l'accueil, bon voilà, rien n'est hermétique. Et puis par contre, après, quand on rentre vraiment dans le process, on voit qu'à l'ensemencement, on est de l'ordre de 10 puissance 5, au séchage, à peu près identique. Au brossage, là, on prend vraiment un petit peu plus, on est à 10 puissance 7, 10 puissance 8, donc c'est une phase très exposante. Et puis le conditionnement qui est assez large, hein, jusqu'à l'ensachage et l'expédition, et on se retrouve parfois à des 10 puissance 7. Alors, par rapport à tout ça, ça a été corrélé aussi avec le signalement des gènes et le déclenchement des maladies professionnelles. On a pu voir que l'apparition de pneumopathie d'hypersensibilité, elle commence à partir de 10 puissance 6 unités faisant colonie par mètre carré. Cube, excusez-moi. La majorité, par contre, ça c'est très important, hein, la majorité des effets liés à une exposition en moisissure est déjà présente à partir de 10 puissance 5. Donc, la question aussi aujourd'hui qui se pose, après ces études-là, c'est l'identification des allergènes impliqués. Et ça va faire l'objet de plusieurs études qui vont suivre
qui seront faites par l'INRS durant les années à venir. Alors, des valeurs de référence, il n'y a pas de valeur réglementaire de limite d'exposition aux bioaérosols, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Donc, le laboratoire de biocontaminants de la CRAMIF a, en composant avec toutes les mesures qu'ils ont pu faire dans différentes salaisons en France, ont pu faire en fait une classification avec des niveaux d'exposition qui donnent des situations d'exposition et qui apportent du coup des préconisations d'action qui sont plus ou moins rapides en fonction. Donc, on est sur des niveaux d'exposition faibles à 10 puissance 4 qui restent acceptables pour aller vers des niveaux d'exposition élevés où on est au-dessus de 10 puissance 6. Et là où c'est inacceptable, on passe bien sûr avant par des choses préoccupantes où il faut déjà mettre en place des mesures de prévention. Alors, ces mesures de prévention proposées, déjà, il est bon de rappeler en fait la démarche de prévention du risque biologique qui commence par le réservoir, qui passe par une chaîne de transmission pour arriver jusqu'à l'opérateur et rentrer dans son organisme. Alors, finalement, comme toute démarche de prévention, il faut agir le plus en amont possible et donc, du coup, en agissant sur le réservoir, on est dans ces conditions-là. Donc, l'intérêt, c'est aujourd'hui d'essayer d'utiliser une fleur moins émissive en agissant sur les souches et espèces sans effectivement dénaturer le produit, les conditions d'ensemencement, les tuvages et le séchage, les temps pour ces différentes phases, les températures, l'hygrométrie, c'est le taux d'humidité. La deuxième partie, c'est en agissant sur la chaîne de transmission. Et là, c'est mettre du captage à la source sur des postes de travail où l'émission est importante. Donc, c'est beaucoup lors des manipulations. Donc là, vous pouvez en voir l'illustration sur la photo de gauche où là, il y a un décrochage des saucissons de la balancelle. Il y a, on sectionne la ficelle, on pose sur un convoyeur. Donc là, on peut avoir un bras aspirant à ce niveau-là. Puis, ça passe et ça continue sur un convoyeur où on peut mettre un tunnel d'aspiration. Et puis, de nouveau, une reprise des saucissons qui est faite pour l'ensachage. Et là aussi, un bras aspirant qui peut au moins capter à la source la fleur de saucisson. Autre point, c'est la ventilation générale avec vraiment l'amélioration en apport d'air du système. On est effectivement dans l'agroalimentaire sur du recyclage. Donc, il est vrai que parfois, il y a une contamination finalement de ce réseau qui, lors de la distribution d'air neuf par des manchettes textiles, comme on voit l'illustration, peuvent être contaminées par de la fleur de saucisson et du coup générer une auto-contamination. Donc, c'est à améliorer. Revoir aussi l'étanchéité entre les ateliers les plus polluants et les autres, ça c'est primordial. Autre point, c'est sur le nettoyage. Vous voyez l'illustration sur la droite. On a une accumulation de fleurs de saucisson qui va être sur les surfaces, sur le sol, sur le plafond, sur les bâtis de machines. Et où là, il faut éviter l'utilisation de la soufflette, le balayage à sec, parce que ça remet en suspension, notamment au niveau quand on circule, et on circule beaucoup en agroalimentaire. Donc, autre point, c'est l'automatisation aussi de certaines opérations avec du capotage de machines et des aspirations. Ici, par exemple, c'est la découpe de ficelle qui peut se faire, bien sûr, sous capotage avec aspiration. Je voulais vous parler aussi d'autres situations de sources d'exposition, alors qui arrivent après le process de fabrication que je vous ai décrit précédemment. C'est pour la fabrication de rosettes. C'est des phases d'épluchage manuel qui se font avant tranchage. Donc parfois la rosette est en fait épluchée, mise sous vide pour un tranchage ultérieur. C'est beaucoup d'émissions de fleurs de saucisson. On est à 10 puissance 7 unités faisant colonie. Donc, sans parler en plus du risque biologique, on est quand même sur une exposition aux troubles musculo-squelettiques assez importante. Alors, les mesures de prévention, c'est du trempage des rosettes et ça ne gêne pas au niveau du produit avant l'épluchage.
ça permet de toute façon, comme c'est une fleur de saucisson assez collante dès qu'elle est humide, une élimination de la dispersion. Et puis éventuellement, on peut aussi mécaniser l'épluchage. Hein. On fait d'une pierre deux coups, TMS, risque biologique. Autre situation source d'exposition, c'est les postes de préparation des épices. Donc là, je vous l'avais montré dans le process, nous arrivions en fait au niveau de l'assaisonnement et certaines entreprises font leur propre mixte d'épices et c'est beaucoup de poussières irritantes et de mycotoxines qui sont des métaboliques secondaires qui sont produits par les champignons et qui peuvent être parfois très dangereuses. Donc les mesures de prévention, ça sera du captage à la source au niveau des mélangeurs, c'est cette sphère que vous voyez sur la photo, avec type anneau de Pouillès qui finalement aspire au niveau de l'émission de la poussière lors de l'agitation dans le mélangeur ou du captage directement intégré au mélangeur, d'où la conception des machines qui est très importante à coupler avec la prévention. Je vous remercie de votre attention et je tenais à remercier aussi Philippe Duquesne de l'INRS, Brigitte Facon de la CRAMIF, Sylvie Baudimont et Claude Mialon de la CARSAT Auvergne. Ces personnes apprécieront et nous avons apprécié votre très bel exposé, chère madame, qui nous rappelle qu'il faut former, informer pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise prennent compte finalement des choses qui paraissent anodines mais qui en réalité sont vitales. D'une certaine manière. Je vais vous livrer assez vite quelques petites questions très très précises pour certaines d'entre elles en tout cas. Est-ce qu'il est possible de confiner les étapes qui exposent aux aérosols de moisissure ? Il est possible de séparer justement des phases du process qui peuvent être très émissives en essayant de cloisonner le plus ces phases-là. L'ensemencement, par exemple, peut être fait carrément en autodistribution avec des buses pour justement éviter, et une aspiration poussée pour éviter, par exemple, l'exposition du salarié. Il y a d'autres phases où là, l'opérateur est complètement tout proche du produit, c'est lui qui le manipule. Et là, effectivement, c'est parfois difficile parce qu'il ne faut pas gêner non plus son activité. Le travail, tout simplement. Alors, vous avez justement évoqué tout à l'heure une valeur d'exposition autour de 10 mg, si j'ai bien noté, par mètre cube lors de l'exposition aux poussières de fleurs. Est-ce qu'il y a une valeur spécifique ? Alors là, c'était pour les poussières inhalables, mais pour tout ce qui est bioaérosol, nous n'avons pas de valeur limite d'exposition aujourd'hui en France ni dans le monde. Mais on a des études et il ne faut pas attendre qu'on ait des valeurs limites d'exposition pour agir au plus vite, en fait, surtout si on est dans des concentrations assez importantes, comme on a pu le voir. On peut se demander pourquoi il n'y a pas de valeur officielle ? Mais je pense que ça arrivera et justement, c'est avec le travail de l'INRS. Vous avez dit que c'est une activité ancestrale et on n'a pas de valeur. Vous comprenez qu'en fait, le champignon, il est très utile au goût et aux valeurs gustatives du saucisson. Et en France, je pense qu'on est très attaché à ce produit-là. Allez, plus sérieusement, des mesures de bioaérosol ont-elles été réalisées après mise en place de mesures de prévention ? Oui, il y a des mesures qui ont été faites justement par rapport au trempage, de l'épluchage des rosettes qui était une problématique assez importante qui a pu être améliorée dans plusieurs entreprises d'Auvergne. Et puis dernière question que je vais vous soumettre là, les procédés de prévention que vous avez montrés suffisent-ils à supprimer l'émission des poussières ? On ne peut peut-être pas le faire en totalité, mais en tout cas, si on abaisse cette concentration, on voit que après, c'est de ramener dans des concentrations qui sont acceptables. C'est surtout ça. Écoutez, Madame Dafix, merci infiniment.